Bonjour tout le monde. Bonjour, je n'ai pas de PowerPoint, alors je vais vous jaser ça pendant 1 heure. Si jamais je parle trop, vous me dites de ralentir ou de me taire à jamais. Mais j'ai vraiment la parole facile, me dit-on. Alors, est-ce que je ferme ça ou je le laisse ouvert? Ça vous Ben non, on va voir c'est quoi ça. Parfait. J'aime beaucoup la présentation de Frédéric, ça me plaît beaucoup. Puis elle m'a dit tantôt, t'es la cerise sur le Sunday. Moi, j'ai toujours été fasciné par... Vous connaissez peut-être l'anecdote de la cerise de Marasquin qui reste 8 ans sur l'estomac. J'avais entendu ça quand j'étais jeune, mais j'aimais ça me dire que j'incruste, je vais rester longtemps. J'aime cette image-là. J'aime beaucoup la présentation parce qu'on a parlé d'empathie et d'inclusion. Et ce sont les sujets qui m'intéressent le plus, qui m'émeuvent le plus et qui dirigent mon écriture. Et ça a commencé très, très tôt dans mon cheminement. L'écriture, ça a été d'abord me tourner vers ma société. Ça a été me raconter moi, pour raconter la vie des autres, de ceux qui sont parfois tués, ceux qui sont un peu en retrait. Alors, j'ai toujours envie de déplacer le projecteur et de mettre en lumière des gens qu'on remarque peut-être un peu moins ou qui prennent moins le plancher. Moi, j'ai appris à prendre le plancher parce que j'étais un enfant très discret. Je sais que les gens ne me croient jamais quand je dis ça, mais j'étais tellement discret, je passais toujours inaperçu. Et... j'ai appris donc à prendre un peu plus ma place et c'est un apprentissage. Tout le monde c'est possible pour tout le monde d'avoir accès à ça, de se planter peu à peu dans la lumière. Encore faut-il la laisser à ceux qui n'en ont pas. Hein. C'est vraiment un équilibre à trouver dans la vie. Je vais parler un peu de mon parcours avant de préciser les thématiques de mes livres et les thématiques qui me touchent en général et que j'encourage en fait que vous mettiez de l'avant. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Rémy et je le dis souvent parce que je trouve ça très fondateur d'où on vient. Hein, ça part beaucoup de là, on part tous de notre enfance. Et donc Saint-Rémy, une petite ville en Montérégie. J'ai appris à l'âge de 7 ans comment on appelait un habitant de Saint-Rémy. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Ça s'appelle, écoutez bien ça, c'est très joli. J'ai pensé longtemps que c'était un Saint-Rémien, mais c'était un Saint-Rémois. Oh, c'est cute! Alors, quand j'ai su que j'étais un Saint-Rémois, je marchais dans les rues en disant « Bonjour, je m'appelle Simon, je suis un Saint-Rémois. » Puis là, les gens disaient Bravo, moi aussi. » Mais ça a été quand même mon déclic pour aimer le vocabulaire. Alors, c'est comme ça a été mon étincelle pour me dire à quel point que la langue était riche et complexe. Ce double sens-là m'a vraiment charmé. Et je dois dire que j'étais pas un enfant qui était porté vers les livres. C'est étonnant de le mentionner comme ça, mais c'est vrai, j'étais un enfant plus de la télévision. Mes parents avaient un club vidéo, donc je regardais beaucoup de films. Et les livres étaient là. Je les trouvais beaux, mais les feuilleter, ça me suffisait. Les lire, je trouvais ça trop vertigineux. Il y avait trop de pages là-dedans. Puis, je pense que je représente beaucoup d'enfants et beaucoup d'ados et même beaucoup d'adultes. Parce que mon père a été comme ça toute sa vie. Il vient de commencer à l'âge de 64 ans. Il vient de prendre sa retraite. Il commence à lire des livres. Je trouve ça beau, il n'est jamais trop tard pour commencer à lire des livres. Donc, j'incarnais bien ça, c'est-à-dire la peur, l'idée d'être intimidé par la littérature. Et un jour, en 4e année, je le dis souvent parce que c'est fondateur, encore une fois, ma professeure de 4e année, elle s'appelait Marie-André, et elle m'a dit que j'écrivais bien. Alors, j'ai senti un chant d'Alléluia dans ma tête. Ah! C'était beau, par contre, dans ma tête, c'était un beau chant. J'ai dit, oh mon Dieu! Je vais devenir un écrivain, c'est fabuleux, j'ai enfin un compliment, il était du temps, rien qu'un peu. Et donc, je suis rentré chez moi convaincu que j'étais un écrivain. Et donc, je me suis mis à lire plein de livres sans savoir que Marie-André, quand elle m'a dit que j'écrivais bien, elle parlait juste de ma calligraphie. C'est tout. J'avais une très belle main d'écriture. Je traçais bien mes lettres, mais sans doute que le contenu était vraiment insignifiant. Mais j'ai pensé que c'était beau. Quand on m'a dit que j'écrivais bien, j'ai vraiment cru que j'avais un talent. Donc, c'est un talent mal ciblé qui a déployé en moi l'envie d'écrire. Et ça montre à quel point que les professeurs ont un pouvoir incroyable de modifier la trajectoire d'un élève. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, mais je ne serais peut-être même pas auteur aujourd'hui, n'eût été de ce compliment-là qui a éclairé mon adolescence, en fait mon enfance d'abord, hein, j'avais 10 ans. Et j'ai commencé, donc elle m'a dit, tu es un écrivain. J'ai dit, bon, si je suis un écrivain, il faut que je lise. Hein? J'ai voulu donner raison à Marie-André, ma professeure. Donc, j'ai commencé à lire des romans, des archis. Vous vous rappelez peut-être les archis, les bandes dessinées. Hein?
Bon, c'est pas de la grande littérature, c'est hyper archétypal en plus. C'est un peu tout ce que je dénonce pas ça haut et fort parce que je comprends qu'il y a de l'humour puis on peut avoir un attachement. J'ai un immense attachement pour Archie puis sa bande. Mais c'est quand même pas ce que j'ai envie de mettre de l'avant aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans des carcans, puis c'est très genré comme écriture, mais n'empêche que ça a été ça mon étincelle. Donc, je méprise jamais aucune littérature, je viens de là. Alors, j'ai lu d'abord les Archie, après ça, j'ai lu des romans frissons. Vous connaissez peut-être aussi, c'est des romans d'épouvante. C'était très populaire dans les années 90, puis là, ça revient à mode, là, vous en voyez sans doute, là, ça revient beaucoup. À l'époque, je me rappelle que le titre était toujours gondolé. Là. Il y avait toujours un petit... c'était bubbly, là, puis il y avait comme du sang qui coulait. J'aimais bien ça. Alors, j'ai lu ça. Et après, j'ai découvert, donc durant ma 4e année, les livres de la courte échelle. Puis les livres de la courte échelle, pour la première fois de ma vie, je pouvais déployer mon empathie et concevoir la même chose que ce que vivait le personnage parce que souvent, le personnage vivait à Montréal ou pas très loin, parfois même en Montérégie, d'où je venais. Le personnage vivait des choses qui pouvaient m'arriver à moi aussi. Ça me semblait plus crédible, plus réaliste et ça m'a permis donc de procéder à l'identification, qui est un phénomène primordial en littérature. Même quand on est dans du fantastique, le sentiment d'identification au personnage, je le mets vraiment au pluriel, là, au personnage. Il y en a plusieurs. Des fois, c'est pas le narrateur qui nous rentre dans le cœur. Parfois, c'est un personnage satellite, secondaire. Mais l'important, c'est qu'on procède à une identification. Et le fait, la géographie, parfois, nous rassure. Surtout quand tu es jeune. Tu te sens, « Oh mon Dieu, ils vont pas dans un aide, ils vont dans un IGA ou dans un métro. » Ah, je connais ça. Donc, j'ai la référence et ça accélère l'identification. Donc, j'en ai lu beaucoup. Et à la fin de l'année, Marie-André m'a dit « Simon, c'est fabuleux. Maintenant, tes phrases sont aussi belles que la façon que tu les traces. » Hein, donc, je m'étais amélioré grâce aux livres frissons, mais surtout les livres de la courte échelle et au compliment qui a été primordial dans ma vie. Donc, ce n'est pas une anecdote banale du tout, parce que ça montre à quel point que tous les enfants et tous les adolescents et tous les adultes aussi sont susceptibles d'avoir un tournant dans leur vie à partir du moment où on leur fait confiance. Et pour moi, c'est ça la chose importante, c'est faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle j'aime toujours quand dans une librairie, dans une bibliothèque, on met de l'avant des livres parfois plus exigeants, peut-être moins sexy, peut-être moins rassurants, mais je trouve ça bien de mettre ça de l'avant tout le temps pour proposer autre chose. Et je pense que ma littérature, rapidement, s'est inscrite là-dedans, dans l'idée de proposer et de mettre en lumière la différence, de célébrer l'unicité. Ça revient toujours dans tout ce que j'ai fait. Et j'ai une autre petite anecdote que j'aime partager, c'est en 5e année. Après ça, je ne vais pas juste compter ma fille, là, mais bon, j'aime bien ça, compter des choses, des anecdotes de mon enfance. Et en 5e année, le moment où je faisais beaucoup la split, c'est là que j'ai découvert que j'avais une grande flexibilité. J'étais beaucoup au sous-sol, c'était ma piste de danse. Alors, je chantais, je dansais, puis au sous-sol, je dansais vraiment beaucoup. Mais mon activité préférée, quand je revenais de l'école, j'avais 1 heure. Je revenais 1 heure plus tôt que ma sœur de l'école, donc j'avais 1 heure tout seul à la maison pour faire tout ce que je voulais, pour chanter, danser, écouter des Simpsons, lire, écrire, dessiner. Mais ma plus grande passion, c'était évidemment fouiller dans la chambre à ma sœur. Et oui, comme la plupart des petits frères, alors je rentrais dans sa chambre, je fouillais dans ses tiroirs et j'avais trouvé son journal intime. Oh, terrible! Et à l'époque, il y avait des clés, ce qui est très populaire encore aujourd'hui, donc elle avait verrouillé parce qu'elle savait que j'étais très... j'aimais ça cornifler. Et je ne trouvais pas sa clé. Alors un jour, j'ai testé la clé de mon journal. C'est one size fit all, c'est ça. Alors, j'ai pu lire tout ce qu'elle pensait de moi. C'était ça qui m'intéressait. Bon, j'ai vu qu'elle m'aimait pas tant que ça. Elle avait écrit mon frère Simon, il est tellement gossant. Il arrête pas de rentrer tout le temps dans ma chambre. Je me rappelle, elle m'a dit « Ah, c'est tellement pas vrai. » Et donc, j'ai fouillé dans ces choses et j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant que son journal intime.
pas tout le temps intéressant, un journal intime, mais j'avais trouvé un roman. Elle avait commencé à écrire un manuscrit. Et donc, ma sœur était en secondaire 1, j'étais en 5e année. Et donc, elle était toute jeune, elle avait 12 ans, 12, 13 ans, et elle commençait un roman. Et j'ai donc commencé à écrire pour vrai des histoires en 5e année par jalousie. C'est ça qui m'a motivé. C'est noble, hein? C'est la jalousie qui m'a fait écrire au départ. Alors, j'ai commencé à écrire des histoires, puis là, ça prenait pas forme. J'étais jaloux de ma sœur parce que j'aimais beaucoup son vocabulaire, j'aimais ses idées, j'aimais son souffle. Elle avait déjà un souffle, ce que je n'avais pas. Hein? Ça s'apprend, ça se développe. C'est ça qui est beau. Et donc, un jour, ma sœur a jeté son manuscrit à la poubelle parce qu'elle ne le voulait plus, j'imagine bien. Puis quand j'étais jeune, moi, je voulais devenir chanteur, danseur, comédien, écrivain, dessinateur et vidangeur. J'adorais ramasser les poubelles, qui est une passion que j'ai perdue, mais j'avais la passion très vive à l'époque. Et pourquoi j'avais cette passion-là? C'est que nous, comme vous, la plupart, quand vous étiez jeunes, on n'avait pas de bac à recyclage et je ne voulais pas gaspiller. Donc, je faisais toutes les poubelles à la maison. Je récupérais le papier pour ne pas le gaspiller. Hein. J'étais vraiment dans la récupération déjà. Et donc, j'ai récupéré le manuscrit de ma sœur et évidemment, je l'ai continué. Donc, j'aime ça dire que j'ai entamé ma carrière littéraire en faisant du plagiat. Merci. Donc, malgré ce début-là un peu chaotique, j'ai quand même réussi à débuter mes propres histoires. Et en secondaire 3, j'ai eu la chance d'avoir un professeur fabuleux que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Serge Boucher, qui est dramaturge et scénariste aujourd'hui. À l'époque, il enseignait le français à Saint-Rémy. Et je l'ai eu en secondaire 3 et secondaire 5. C'est l'auteur de Motel Hélène et de Aveux, Feu, Apparence. Il y en a qui ont vu ça, je suis convaincu, c'était vraiment des très bonnes séries. Et donc, c'était un prof fabuleux qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup inspiré. Et un jour, il m'a mis 99% dans une production écrite en me disant « J'ai jamais mis ça à personne. » Genre, c'est gentil. Non, j'ai jamais mis ça à personne. OK, là, j'ai compris que je devais vraiment travailler pour mériter, puis je sentais qu'il y avait beaucoup d'espoir en moi. Donc, ça a été un autre tremplin, se sentir qu'un professeur croit autant en toi, c'est fabuleux. Donc, j'ai écrit mon premier roman en secondaire 3, j'ai apporté pour le faire lire, puis le lendemain, j'ai demandé « As-tu aimé ça? » J'étais convaincu qu'elle allait me lancer des fleurs. Il m'a dit « Non, j'ai pas aimé ça, mais je suis convaincu que tu vas devenir un écrivain. » Alors, j'ai beaucoup aimé cette formule-là de « c'est pas bon, mais tu as du talent ». Et en fait, on m'explique la chose la plus importante, et c'est ce que j'avais oublié dans mon livre, c'est qu'il faut se révéler. Et je ne me révélais pas en secondaire 3. J'écrivais comme je pensais qu'on devait écrire, c'est-à-dire je reproduisais un peu tout ce que je lisais, puis c'est vraiment inintéressant quand un auteur ne se livre pas. Ça peut être se livrer à travers une histoire de science-fiction. Là. Ça, c'est pas l'important, c'est pas là, c'est se révéler, c'est avoir une sincérité, tout simplement. Et c'était pas sincère, ce que j'avais écrit à l'époque. Donc, ce commentaire-là m'est resté toute ma vie. J'y pense encore aujourd'hui. Chaque fois que j'écris, je me demande, est-ce que je suis dans la sincérité? Peu importe que ça soit de l'autofiction ou que ça soit une immense fiction, il faut qu'il y ait une forme de sincérité dans l'œuvre. Et donc, en secondaire 5, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas j'étudierais dans quoi parce que j'aimais trop de choses. C'est un problème heureux, mais parfois aussi malheureux quand tu aimes trop de choses. Alors, je suis allé voir mon orienteur parce que j'étais désorienté. Et je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux chanter, danser, écrire. Là, vidangeur, c'était plus là. Je pense que c'était fini. Puis là, il m'a dit, écoute, c'est quoi ton plus grand rêve? Puis je vous invite à toujours vous poser la question, c'est quoi votre plus grand rêve? Parce que parfois, on oublie de se poser la question parce que ça peut évoluer. Hein? Ce rêve-là, notre rêve, c'est évolutif. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça publier un livre. Parfait. Je t'invite à aller en arts et lettres, profil littérature, au cégep de Saint-Laurent, parce que c'est un cégep qui est très artistique. Je l'ai écouté, je suis très, très docile dans la vie, alors j'ai accepté d'aller en arts et lettres, profil lettres, et ça a été une révélation. J'ai découvert des auteurs que j'avais jamais lus, que je ne connaissais pas. Mes bibliothécaires au cégep m'ont vraiment aidé, vraiment à me pister, les professeurs aussi, bien sûr. Et j'ai l'impression que la vie s'ouvrait à moi à l'âge de 17 ans, quand tous les livres étaient devant moi. J'allais un peu à la bibliothèque quand j'étais jeune,
Mais on dirait que le fait d'habiter à côté du cégep, puis qu'il y avait une grande bibliothèque, on dirait que j'ai vraiment été plus curieux. Ça a développé ma curiosité littéraire, aussi le fait d'étudier en littérature. Il suffisait qu'un prof me mentionne un auteur que je ne connaissais pas, je le notais, puis souvent j'allais chercher un livre pour découvrir c'est qui. Bon, j'ai fait plein de fautes, je me rappelle, j'avais écrit, il avait écrit au tableau Goethe, et j'ai demandé à la bibliothécaire, avez-vous Goethe? J'ai demandé, Goethe, c'est cute, et un peu niaiseux à la fois. Puis, je me rappelle, j'avais demandé aussi, c'est qui l'auteur du Moine de Lewis? Je savais pas que Lewis c'était le nom de l'auteur. Bon, c'est pas drôle, mais je la trouvais quand même drôle. Alors, donc, tout ça pour dire que j'étais plein de candeur, mais que ça se développe. Hein. C'est tous possible pour tout le monde de développer cet intérêt-là petit à petit, et j'incarne bien ça. Après ça, j'ai poursuivi à l'université en études littéraires, j'ai bifurqué en théâtre, et il y a une phrase qui m'a fait énormément de bien. Vous connaissez probablement Jean Cocteau. Il a dit « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et je me faisais beaucoup taper sur les doigts à l'école de théâtre parce que j'avais une énergie très juvénile, c'est ce qu'on me disait. Je m'en suis vraiment débarrassé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai réappris à marcher parce que je vais vous montrer, je marchais comme ça. Donc, j'ai réappris à marcher, donc je déposais le pied tranquillement. Puis au début, évidemment, on joue, on est tous coincés parce qu'on pense, notre cerveau, ça va trop vite dans notre tête, on a trop de choses à penser, puis on n'est plus dans le naturel. Donc, la phrase de Cocteau m'a fait beaucoup de bien, et quand je suis sorti de l'école, ben mes failles, mes faiblesses ou mes défauts ont été un atout, finalement. En tout cas, je considère vraiment que nos failles peuvent constituer notre vraie nature, et encore aujourd'hui, en fin de semaine, j'étais en direct de l'univers, une émission beaucoup regardée, et les commentaires que j'ai reçus, c'était souvent hyper heureux, hyper festif. Puis tu sais, quelqu'un qui est très lui-même, je vois à quel point que ça polarise beaucoup. J'ai eu des commentaires très désobligeants sur le fait que je sois efféminé. Puis j'ai décidé, moi, que je répliquais dans la vie. Maintenant, j'aurais pas fait ça avant, mais maintenant, je me sens plus solide dans la vie. Alors, je réplique de façon, je crois, très élégante. Et donc, j'ai répliqué à quelques messages haineux que j'ai reçus. Et j'ai l'impression que chaque fois que je le fais, des fois, ça épuise, évidemment, de rentrer là-dedans dans monsieur, je relève une forme d'homophobie dans la façon que vous décriez mon côté féminin, exacerbé pour vous ou trop théâtral. Si vous receviez autant d'amour pendant 1 heure, je serais curieux que vous receviez tout ça dans le silence puis sans sauter. Moi, je vis, j'éclabousse de partout. Non, mais pour vrai, quand on reçoit de l'amour, je comprends pas les gens qui reçoivent dans la docilité. Il me semble que c'est le fun de réagir. En tout cas, j'ai vraiment réagi beaucoup. Et mais ce qui est beau, je vous disais ça parce que j'ai eu dans les commentaires, en réécrivant, il y a beaucoup de gens qui se sont pas nécessairement excusés, mais qui ont compris que dans les propos, ça pouvait être blessant, et il y avait un cheminement qui pouvait être fait de leur côté. Donc, la discussion est toujours possible. En tout cas, j'ose croire que la discussion, sinon tout est fini, tout est perdu. Donc, non, la discussion est toujours possible. Et la littérature permettra toujours ça. C'est une façon très douce et très intime. Hein? Tu ouvres un livre et c'est comme si quelqu'un, l'auteur en l'occurrence, te chuchote une histoire à l'oreille. Et donc, quand on peut être brusqué par ce qu'on lit, puis on peut refermer le livre. Mais je pense quand même que c'est une façon très douce de modifier notre regard sur le monde et de déployer son empathie. Alors, les premières histoires que j'ai écrites dans ma vie, ça a été rapidement de mettre en lumière des exclus, mettre en lumière des gens qui sont un peu décalés ou qui se sentent décalés. Alors, je vais présenter quelques thématiques juste pour vous montrer à quel point j'ai commencé, ça fait peut-être 12 ans, à écrire à temps plein. Et je pense que je me dirige vraiment vers une forme de réussite par rapport à ça, parce qu'au départ, c'est pas gagné. C'est des thématiques qui sont tellement pas sexy. Mon premier livre que j'ai publié pour enfants, je vais vous montrer, ça s'appelle « Les monstres en dessous ». Et ça raconte... je vais juste m'hydrater, je m'excuse, ce sera pas long. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui fait encore pipi au lit à l'âge de 11 ans. C'est pas sexy, on est tous d'accord là-dessus. Surtout quand j'ai dit à un enfant de 9-10 ans, évidemment, dans les classes, ça rit tout le temps, hein, il fait pipi au lit. Et là, quand je leur dis, moi, l'énurésie, parce que ça s'appelle ainsi, l'énurésie, moi, j'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 10 ans.
De 9 à 10 ans, je faisais pipi une nuit sur deux dans mon lit. Je rêvais la nuit que j'allais aux toilettes, mais j'y allais pas, j'y allais juste dans mon rêve. Et chaque fois que je dis ça aux enfants, les enfants réalisent que ça banalise un peu, en tout cas, ça désacralise ce lieu privé-là de dormir, de faire pipi au lit. Puis c'est tellement tabou pour les enfants, ce sujet-là. Moi, en tout cas, j'ai été très stigmatisée quand j'étais enfant. Et le fait d'en parler avec une forme de sérénité et le fait donc de se mettre dans la peau de quelqu'un qui le vit, je pense que c'est fabuleux pour l'enfant de se reconnaître puis faire, mon Dieu, je ne suis pas le seul à vivre ça. C'est un sujet évidemment éminemment pointu, bien sûr, mais même ceux qui n'ont pas vécu ça peuvent comprendre. Tout le monde a déjà fait pipi dans son lit de toute façon, donc je pense que tout le monde peut comprendre à quelque part c'est quoi l'énurésie, puis c'est quoi la honte et l'humiliation qui se rattachent à ça. Donc, pour la petite histoire, c'est l'histoire de Nathan qui ne veut pas que sa mère la prenne, et pour pas que sa mère la prenne, il prend des sacs de plastique chez IGA. Décidément, moi, les épiceries, c'est important dans ma vie. J'aime me nourrir. Alors, il éventre des sacs d'épicerie. Bon, c'est déjà un peu vintage comme histoire, parce que maintenant, ça se pourrait plus. Mais bon, et donc, il fait une espèce de housse en plastique. Et quand c'est souillé, ben, il rassemble les sacs, il les met sous son lit. Il met du push-push là-dedans. Et les sacs se mettent à grouiller comme un monstre marin. Hein, on voit les tentacules sur la couverture. Donc, je m'étais beaucoup amusée à déraper dans le fantastique, une histoire réaliste qui dérapait un peu dans l'étrangeté, dans l'horreur. Et en fait, c'est l'incarnation de son humiliation. C'est les monstres marins sous le lit. Et son père était un marin, justement, qui s'est perdu en mer, qui est disparu en mer. Donc, il y a certainement un traumatisme. Parce que l'énurésie, c'est soit biologique, soit psychologique, la cause. Moi, c'était biologique. J'ai vraiment un petit sac de vessie, parce que maintenant, je me réveille 2 fois par nuit, donc je sais que j'ai un petit sac de vessie. Mais Nathan, lui, c'est plus psychologique. Donc, je trouve ça précieux parler de ce sujet-là et dire toujours à l'enfant, ça ira mieux. Vraiment, j'en suis la preuve vivante. Là, je regarde pêle-mêle mes livres. Je vais présenter une histoire sur l'homoparentalité parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Tout à l'heure, on a dit un petit mot de passe-partout entre nous, Anne-Frédérique et moi. Et bon, j'ai la chance de scénariser depuis maintenant 2 ans la nouvelle mouture avec 3 autres scénaristes. Donc, on est 4 à écrire sur passe-partout. Et dès le départ, quand ça a été l'idée, quand quelqu'un a eu l'idée de réécrire une nouvelle version de Passe-Partout. Moi, j'étais pas si emballé que ça, là, du tout. En fait, je vais être très honnête avec vous. Je peux même vous montrer, c'est inédit. Non, mais pour vrai, c'est vraiment inédit. J'avais planché sur une série qui s'appelait Au beau débarras. Alors, c'est une série pour la télévision qui n'a jamais vu le jour, mais le livre va sortir dans 2 semaines. Je l'ai avec moi. Alors, je vous le montre. Ah non, dans 1 semaine, le 5 novembre, c'est quand ça? Non, dans 1 semaine. Alors, ça, c'est Au beau débarras. Et c'était, j'avais proposé à Télé-Québec, donc, un centre d'objets perdus. Parce que dans une école, j'ai été fasciné par tous les objets perdus. Tu sais, vous connaissez, vous avez peut-être des enfants, puis c'est incroyable, la montagne d'objets non réclamés. Puis c'est comme ça appartenait à personne. Tu sais, non, c'est pas à personne. Puis c'est au vu de tout le monde, ça me fascine. Donc, je voulais donner une vie à ces objets-là. Et j'ai donc créé 2 brocanteurs qui sont eux-mêmes, qui ont été des enfants perdus. Donc, ce sont des immigrants, disons ça comme ça. Donc, on a une personne d'origine vietnamienne et un autre d'origine ukrainienne. Et les 2, ce sont des brocanteurs au centre Au beau débarras. Et à chaque épisode, je voulais qu'il y ait un enfant qui arrive en disant, mettons, j'ai perdu ma mitaine. Parfait, on va la retrouver. Et si on ne la retrouve pas, bien, on va récupérer ce qu'on a. Et à partir de ce qui a été perdu, non réclamé, on va transformer pour te l'offrir et pour qu'elle devienne tienne. Donc, c'est une série qui se voulait sur la récupération parce que c'est vraiment un sujet qui était là dans mon ADN, sur la beauté des objets, l'importance et la poésie des objets. Surtout des objets un peu vintage, c'est ceux que j'aime le plus, mais bon, ceux qui sont moins génériques, disons. Et finalement, ça n'a pas assez proche, puis on ne l'a pas obtenu finalement. Ils ont dit, on a beaucoup aimé son univers, mais on ne l'apprendra pas, sa série, mais on aimerait ça qu'il écrive Passe-Partout. Parce que je faisais beaucoup référence à Passe-Partout dans le côté slow TV, dans la lenteur, dans la douceur, le fait, je m'adressais aussi à l'enfant
comme si c'était dans un livre. Je m'adressais de façon très intime, une narration comme le fait un peu Passe-Partout dans les finales. Là, on parle des confessions. Et donc, ils m'ont offert Passe-Partout, puis je n'étais pas convaincu. Et bon, finalement, 2 ans plus tard, je suis très heureux parce que on a plus de liberté qu'au départ. On partait des épisodes qui étaient déjà écrits. On les réécrivait. Là, la saison 3, sur laquelle on travaille présentement, on part de zéro. Et donc là, en tout cas, on a beaucoup de plaisir. Puis je commence à vraiment me faire la main là-dedans. Mais je n'ai pas voulu perdre mon histoire. Alors, j'en ai fait une série de livres. Et le premier sort la semaine prochaine. Fabuleux. Alors, au beau débarras, voilà, c'est vraiment... je n'ai pas perdu mon histoire. Mais donc, j'avais dit à cette rencontre-là, j'ai dit, OK, j'accepte de faire Passe-Partout si on est vraiment en 2019. Quand l'intérêt, c'est il y a plein de choses qui étaient malaisantes, qui n'étaient pas vraiment dans la diversité culturelle actuelle, la diversité corporelle, la diversité à tous les niveaux, en fait. Et j'ai très tôt pas exigé, parce que je ne pouvais pas exiger quoi que ce soit, mais je martelais vraiment, puis je pense qu'ils ont été très, très ouverts, là, mais je martelais, j'ai vraiment envie qu'il y ait une famille homoparentale. C'est important de montrer ça dans le paysage télévisuel aussi, pas que dans les livres. Et je trouve que Mme Coucou était toute désignée parce qu'elle est satellite à Bruno et Cannelle. C'est une figure rassurante, c'est la voisine qui est toujours, qui est parfois gardienne et qui est délurée, qui est tout le temps, qui est pleine de solutions. Il y en a peut-être qui s'en rappellent de Mme Coucou. Et donc, j'aimerais ça qu'elle soit d'une origine ethnique autre, mais qu'elle soit lesbienne. Bon, on ne voit pas nécessairement sa conjointe pour une question de coût, de marionnette, mais c'est très clairement dit. Ah, pour vrai, c'est bête, mais c'est vrai que ça coûte... Mon Dieu, c'est une mopette, ça coûte cher. Ça, mon Dieu. C'est ce qu'on m'a dit. Semble-t-il. Mon Dieu, j'ai tellement pris une gorgée forte que ça m'a revolé dans la lentille. Bon, voilà. Alors, l'homoparentalité, qui est un sujet qui me touche beaucoup. Je n'ai pas d'enfant avec mon conjoint, mais c'est une préoccupation que j'avais longtemps parce que l'idée de la transmission, c'est tellement précieux dans une vie. On peut transmettre de 1000 façons. Dans vos métiers, vous avez tous une façon de transmettre. Dans votre vie privée aussi. Et j'avais l'impression que c'était pas complet. Le legs que je voulais effectuer dans la vie n'était pas total. Alors, et là, aujourd'hui, là, ça fait des années, je m'étais mis sur une liste d'attente pour adopter quand j'étais célibataire et ça n'a jamais fonctionné. Et là, je suis rendu à 37 ans, donc j'ai un peu fait mon deuil de ça. Cela dit, je réalise que la transmission s'effectue de 1000 façons et aller dans les classes et écrire des livres, pour moi, c'est vraiment une forme de transmission valable. Et ce livre-là a vraiment fait office de transmission. Alors, le dernier qui sort, Était la lumière, où c'est 2 papas qui racontent leur histoire d'amour à leurs enfants. Et j'avais envie donc d'avoir une famille très saine, très, très équilibrée. C'est peut-être mon roman le plus tendre que j'ai écrit dans ma vie. Et les 2 enfants sont 2 jumeaux qui vont célébrer leur 13e anniversaire et ils ne savent pas qui est le père biologique. Ils ont toujours dit, les 2 papas ont toujours dit, on est vos papas à égalité sur le podium de la paternité. Et donc, pour leur 13e anniversaire, ils vont leur révéler, comme pour ceux qui connaissent l'espèce de... un calendrier de l'Avent. Tu sais, c'est 1 chocolat par jour jusqu'au 24. Là, ben là c'est 1 lettre par jour du 1er au 13 mai, parce que le 13 mai, c'est leur anniversaire. Donc, c'est 13 jours où on reçoit des lettres. Ils vont célébrer leur 13e anniversaire. Ça va être leur année chanceuse, hein, quand on croise... bon, ça, c'est relatif, parce que moi, mes 15 ans, moi, je suis né le 15 février, c'était une année de mars. Dans certains cas, ça peut être vrai. Et donc, ils reçoivent des lettres manuscrites par leur père, par leurs 2 papas. Et ben, le constat, peu importe, là, il y a vraiment un punch. Les enfants et les ados aiment ça parce qu'il y a une découverte, il y a vraiment une construction. Mais au-delà de la construction, il n'y a pas de morale, je ne dis pas la moralité que j'ai envie de parler, mais c'est le constat. Le constat, c'est que peu importe qui est le père biologique, la transmission ne s'effectue pas que dans les gènes, c'est essentiellement dans l'amour et dans les valeurs qui sont transmises. Alors, voilà, Le dernier qui sort, Était la lumière, c'est un roman qui est super important pour moi. Et le succès que le livre a récolté dans les dernières années me prouve à quel point que la société change énormément. Je suis témoin depuis 2 ans. Je trouve que depuis 2 ans,
temps, c'est incroyable comment il y a une prolifération d'une compréhension de cette réalité-là, et même dans des écoles plus multiethniques, parce que j'en parle beaucoup un peu partout, Montréal-Nord notamment, dans Ville-Saint-Laurent, et c'est incroyable comment dans toutes les écoles, il y a toujours une forme d'ouverture. J'étais la semaine passée à Ville-Saint-Laurent et on me demandait, avez-vous une conjointe? Avez-vous une blonde, une femme? Là, sans doute une femme qu'on me demandait. J'ai dit, ben non, j'ai un conjoint, j'ai un amoureux. Et il y en a tout le temps quelques-uns qui réagissent, bien sûr, mais maintenant, à une autre époque, là, il y a 13 ans, quand j'ai commencé, 12-13 ans, j'ai vraiment eu, quand on m'avait demandé, avez-vous une conjointe? J'ai dit non, j'ai un conjoint. Il y en a un qui était vraiment tombé en bas de sa chaise. Et c'est pas une image, il avait bêché en bas de sa chaise tellement qu'il était bousculé par ma révélation. Et ça avait vraiment... Puis là, tout le monde était malaisé autour dans la classe. Et la semaine passée, donc, je dis ça, puis un petit garçon qui parle pour tout le monde, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça change? Et là, tout le monde fait, c'est vrai, ça change rien. Et de voir comme ça des enfants prendre... protéger, rameuter sa classe dans le bon clan. Et pour moi, c'est ça, c'est le constat que j'ai fait. J'ai écrit un article dans l'Actualité qui traitait exactement de ça. C'est que ce n'est plus l'homosexualité qui passe mal, c'est vraiment l'homophobie. Pour moi, c'est clairement ça, c'est l'homophobie qui est décriée. Et un autre petit exemple que je trouve assez à propos, l'an passé, je suis à Marieville pour donner des conférences dans une école secondaire, puis moi, je suis très transparent dans la vie. J'ai tendance à me révéler. Bien, vous le voyez, là, je me révèle vraiment beaucoup. Je suis très transparent. Et donc, quand je me sens en confiance, je vais tout dire, dans la mesure de l'acceptable, évidemment. Là. Mais tu sais, je dis vraiment tout. Et dans une certaine classe avec laquelle je me trouvais ce jour-là, c'était des secondaires 1, secondaire 2. C'est pas des classes faciles généralement. C'est vraiment c'est le pivot le plus ardu, secondaire 2, parce qu'on est beaucoup dans le jugement des autres, dans le regard des autres. Et c'est comme une brûlure sur soi. On est comme, on est toujours brûlé par ces yeux-là qui nous suivent partout. Et juste donner du crédit à ce qui se passe, ça peut nous incriminer parfois. Donc, on est tous très vulnérables à 14 ans, je considère. Mais c'est un mal à passer, là, un mal nécessaire. Puis après ça, on se déleste du regard des autres peu à peu, puis on finit par s'assumer de plus en plus. Mais il y a souvent, je remarque que secondaire 1 et surtout secondaire 2, c'est une année très difficile pour ce regard-là, pour le jugement qui est vraiment lourd sur soi. Et donc, j'allais où avec ça? Oui, c'est ça. Donc, cette classe-là n'était pas très généreuse, donc j'ai pas été très généreux. J'ai été assez évasif. J'avais plus parlé de mes livres. Je ne m'étais pas beaucoup livré. Et le lendemain matin, je retourne à l'école pour voir d'autres classes, des collègues de secondaire 1, secondaire 2, et j'entends dans le corridor, alors que je suis aux toilettes, hier, on a vu M. Boulris, il est tellement homosexuel, ça n'a pas de bon sens, puis ils se mettent à m'imiter. Tu sais, 3 filles là, qui rient de moi dans le corridor, puis je dis, mon Dieu, que l'adolescence, c'est jamais loin. J'ai eu les yeux pleins d'eau comme j'avais 12 ans, puis j'avais envie de faire « Je vous entends! » Bon, Simon, tu as 36 ans, tu peux prendre sur toi, je pense. Alors, j'ai fait « OK, parfait. » Je ne vais pas me manifester devant elle, mais je vais quand même le nommer. Je vais nommer cette homophobie-là, je vais la dénoncer, la décrier devant les collègues dans la conférence que je vais donner ensuite. Et donc, la classe suivante, je leur ai dit, il y a de l'homophobie dans l'école, je viens d'en être victime, et non pas témoin, victime. Puis là, je leur raconte ça avec un peu d'humour, et ils étaient vraiment outrés. Mais sincèrement outrés de savoir que dans leur école, il y avait eu ces propos-là. Je disais, le problème, c'est que ces filles-là, si je leur parlais, je suis convaincu qu'il n'y aurait aucune méchanceté, qu'elles s'excuseraient sincèrement. Mais le problème, c'est que c'est de l'humour. Et c'est toujours entre nous, on se fait rire, on diminue toujours ceux qui nous semblent plus fragiles, plus différents. C'est toujours plus facile de se remonter en riant des autres, et ça part très, très tôt. Là, secondaire 1, on est jeune, mais c'est toxique et ça part déjà là. Donc, il faut juste, je pense, dénoncer le plus tôt possible, d'avoir la vigilance et de le nommer, de toujours nommer ces choses-là pour s'en défaire le plus tôt possible.
Parce que ça peut juste s'accroître et on peut devenir parfois, je pense, monstrueux. À partir de ça, ça commence tout petit, puis finalement, on se blinde de méchanceté en se moquant des plus faibles, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de faiblesse par rapport à ça, mais c'est juste le sentiment de faire partie de la plus grande norme ou de la majorité. Le fait de se sentir majoritaire, on se sent plus solide. Voilà, donc je trouve ça assez à propos de conter cette anecdote-là. Donc, le livre a vraiment un beau rayonnement aujourd'hui. Je vais parler de la différence aussi dans les handicaps. Pour moi, c'est précieux de parler de tout ce qui est un peu unique. Et il y a quelques temps, je vois dans une classe un petit garçon qui a du vitiligo, qui tire sur ses manches pour pas qu'on voit ses taches blanches sur ses jointures. J'ai pensé qu'il avait froid. Alors, je disais, est-ce que tu as froid? Non, j'ai des petites taches blanches. Puis il était gêné de ces taches blanches-là. Alors, j'ai écrit un livre pour qu'il trouve les taches belles. Ça s'appelle « Le pelleteur de nuages ». Et donc, je suis partie d'un souvenir. Mon père m'appelait souvent le pelleteur de nuages parce qu'il me trouvait poète, mais tu sais, c'était pas très positif, là, le pelleteur de nuages. Mais moi, j'avais envie d'anoblir l'expression puis de rendre ça beau. Donc, c'est l'histoire d'Eliott qui a des taches blanches sur ses mains. Son père est noir, sa mère est blanche. Donc, lui, il est chocolat au lait. Hein, il se décrit un peu chocolat au lait. Et il a donc des taches blanches très visibles sur ses jointures. En fait, sur ses doigts, sur le bout de ses doigts. Puis ça se propage peu à peu. Et il a de plus en plus honte de ça. Et il voit ses parents qui ont eux aussi des taches sur leurs mains. Le père est jardinier, donc il a des taches de terre sur les doigts. Et la mère est mécanicienne, donc elle a des taches d'huile sur les mains. Et juste apprécions quand même, je pense que c'est toujours important quand on a la possibilité d'inverser parfois les standards liés les stéréotypes de genre qu'on appelle, c'est-à-dire que le père va être mécanicien. Juste en toile de fond, c'est pas un gros statement que je fais, mais pourquoi la mère ne serait pas mécanicienne? Et le père jardinier. Et ça me fait bien plaisir de proposer ça, surtout pour tous les enfants dont la mère est mécanicienne, de faire « Ah, maman, c'est comme toi » ou juste « Ah, maman, l'enfant a du vitiligo comme moi ». Alors, j'ai demandé à l'illustratrice qui est fabuleuse, qui s'appelle, mon Dieu, j'ai un blanc, Josie Bisaillon. C'est ma grande amie, c'est tellement gênant. Allez pas lui dire ça. Alors, j'ai demandé à Josée. Josée, j'aime beaucoup Marie-Christine Blais, la journaliste, qui est devenue, vous le savez peut-être, un peu mécanicienne de scooter. Elle fait surtout des scooters. Alors, il y a un petit côté Marie-Christine Blais. Entre vous irez voir. Après, si ça vous tente de feuilleter, là, est inspiré. Puis j'ai l'original dans ma cuisine, en plus gros. Je suis bien heureux. Alors donc, il voit... j'aime pas ça quand on dit « alors donc », ça me gêne tout. Pourquoi j'ai dit ça? Alors il est comme un peu... Il se compare à ses parents, puis il réalise que les taches foncées de ses parents, c'est la noblesse du travailleur. Hein? C'est les taches du travailleur. Et lui, il se diminue parce que ses taches sont liées à rien. C'est une décoloration. Il est comme en négatif de ses parents. Et son père, qui est très valorisant pour lui, va finir par lui dire, parce que ça va pelleter les nuages, c'est la neige qui est tombée, il va pelleter vers le haut. Puis la neige est faufilée partout sous ses mitaines. Il devient un vrai pelleteur de nuages. Et donc, ça le valorise à l'école. Il arrive à l'école, puis il monte ses tâches fièrement en disant « Je suis un pelleteur de nuages. Je suis moi aussi un travailleur rigoureux. » Et donc, de magnifier comme ça la différence, de célébrer un handicap. Ce n'est pas un handicap, c'est juste une... en fait, je vais dire clairement, pour ne pas dire de bêtises, j'ai mis à la toute fin, et ça, je l'apprécie, que ça soit juste en complément, qu'on peut lire l'histoire sans savoir c'est quoi le vitiligo, mais préciser que le mot vitiligo vient du latin « vitilium », qui signifie tache blanche. C'est une maladie qui se caractérise par une décoloration progressive de la peau, et environ 5 personnes sur 1000 en sont atteintes. C'est quand même pas mal, là, 5 personnes sur 1000. Cette maladie peut toucher tout le monde, peu importe le sexe et la couleur de la peau, mais, et c'est là que la chose la plus importante, elle n'est pas contagieuse. Donc, on a beau se serrer la main chez aux enfants, vous ne pouvez pas l'attraper. Votre ami peut avoir des taches blanches, ça ne changera rien. Et le plus beau commentaire que j'ai reçu, c'est une mère qui est venue me voir pour me dire que sa fille a vu un enfant au parc qui jouait avec lui, avec elle, c'est une petite fille, qui jouait avec elle, qui avait des taches blanches. Et elle a dit « Oh, maman, il a des taches blanches sur ses doigts, il est tellement chanceux. » Oh! Yeah, alors c'est réussi. Ensuite,
Florence et Léon, qui pour moi, ça a été un moment précieux dans ma vie quand j'ai eu cette idée-là, parce qu'on sait souvent avoir un flash important sur l'empathie. Pour moi, c'est mon histoire la plus empathique. J'ai eu la chance de vivre avec un non-voyant pendant 1 an. Et je dis que c'est une chance, vraiment, parce que il m'a fait, c'est un cliché, mais il m'a fait voir la vie tellement autrement. C'est incroyable comment un non-voyant, dans son cas, il était malvoyant, mais lui, il se disait non-voyant, mais il était malvoyant. Comment un malvoyant peut modifier notre perspective sur les choses, sur ce qui nous entoure. Et je vous conseille vraiment d'avoir une relation parce qu'écoute, personne ne vous touche comme ça, c'est incroyable. Alors, vraiment, c'est fabuleux, mon Dieu, c'est tellement... Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai dit ça, mais c'est vraiment le fun. Alors, il m'a dit, à notre première date, pour lui, c'était vraiment un blind date, il m'a dit... Il m'a dit, je vois 6 degrés, donc il dit, je vois la vie à travers le trou d'une paille. J'ai trouvé l'image super belle et ça m'a rappelé un autre de mes amis qui m'avait déjà dit, donc il avait la fibrose kystique et qui respirait par le trou d'une paille. La fibrose kystique, c'est vrai, ben vous le savez, c'est les poumons qui travaillent très fort et donc l'illusion, c'est on cherche tellement notre air que c'est comprimé comme un tube, un petit tube comme une paille. Et donc, j'ai fait le lien entre les deux et je me suis amusé à faire une rencontre entre Florence, qui a la fibrose kystique, qui respire à travers le trou d'une paille, qui rencontre Léon, qui voit la vie à travers le trou d'une paille. Les deux se heurtent. Ils vont dans un café, ils tombent au sol, ils se relèvent, ils vont dans un café pour apprendre à se connaître et ils se mettent tous les deux dans la peau de l'autre. Alors Florence finit par se mettre dans la peau de Léon en le regardant par le trou de sa paille, la paille de son jus, et Léon, lui, finit par courir sur place et respirer dans le trou de la paille pour respirer l'air que Florence respire. Alors c'était vraiment une histoire d'empathie qui a été vraiment précieuse pour moi. J'étais heureux aussi d'avoir des personnages d'adultes dans une histoire qui peut être autant pour les adultes que pour les enfants. J'aime ça dire que c'est une histoire, c'est à partir de. Donc, à partir de 5 ans, à partir de 10 ans. Et ça tombe bien, on a tous plus de 10 ans, donc ça nous concerne nous aussi. J'ai eu l'idée donc de l'adapter pour la télévision. Alors, je travaille présentement sur... je peux pas en parler, c'est vrai. J'ai rien dit. Oh mon Dieu, c'est vrai, je vais pas le dire. Mettons, qu'entre nous, ça se peut que bientôt, à Radio-Canada, il y ait quelque chose. Oh mon Dieu. OK. Dans la diversité, il y a évidemment la diversité culturelle. Pour moi, la diversité... j'ai réalisé à quel point que c'était précieux quand j'ai été invité dans une école de nouveaux arrivants à PGLO. Vous connaissez peut-être Paul Gérin-Lajoie à Outremont. C'est ça, PGLO. Donc, j'ai été invité là-bas pour donner des conférences. Et j'ai eu un coup de cœur que j'ai, je pense, jamais revécu à ce point-là. J'ai trouvé les jeunes tellement généreux, tellement attentionnés, précautionneux, de trouver toujours le bon mot. Et surtout, je trouvais qu'il y avait une collégialité que je n'avais jamais retrouvée dans aucune classe. Parce que les nouveaux arrivants vivent un vertige collectif qui se ressemblent tous. Et donc, il y a beaucoup plus d'entraide que dans des classes dites normales, dans des classes conventionnelles, disons. Ils sont tous dans le même bateau et ils s'entraident. Et c'est tellement beau à voir, là, de voir, mettons, l'Ukrainien qui se met avec le Russe ou le Bulgare, puis ils se mettent ensemble pour s'entraider. Après ça, on a tous ceux qui parlent espagnol qui se mettent qui se partagent le dictionnaire, puis qui s'entraident parce qu'évidemment, il y en a qui arrivent puis ils ne connaissent que le mot bonjour. À l'époque, il y avait 5 niveaux, là, ça a augmenté, mais le premier niveau 1, il y en a qui ne connaissent que bonjour, c'est tout en français. Donc, l'entraide, c'est tellement important. Et donc, moi, j'ai travaillé avec eux au moment où il y avait une pièce de théâtre qui s'appelle Bagage. Il y en a peut-être qui en ont entendu parler. Vous avez peut-être vu le documentaire qui est sorti l'année suivante, qui s'appelait aussi Bagage, qui était exceptionnel, c'est tellement touchant. Donc, ils filmaient des extraits de la pièce de théâtre et à travers leur cheminement à eux, ce qu'ils avaient abandonné, ce qu'ils avaient perdu dans leur pays natal. Souvent, c'était
la perte des grands-parents. Dans certains cas, c'était aussi violent que ça. Les jeux, la culture, qui les habitent toujours, évidemment. Hein. Kim Thuy disait parce qu'on a fait un livre avec ça qui s'appelle Bagage aussi, on est bien original sur le titre. En fait, c'est les ados qui ont vraiment tenu à ce que ça s'appelle Bagage. Alors, Bagage, mon histoire, et Kim Thuy a fait une préface magnifique dans laquelle elle explique qu'ils ne sont pas 30% québécois, 70% vietnamiens ou chiliens ou peu importe. Ils sont 100% québécois et 100% leur culture originale. Donc, ils ont comme deux tartes au complet juste pour eux parce qu'ils ont deux cultures et ça s'additionne pour elles et j'aime beaucoup cette image-là. Donc, avec ces nouveaux arrivants, évidemment, il y a un roulement incroyable parce qu'au bout parfois de 2 ans, il y en a qui sont tellement rapides qu'ils deviennent des élèves réguliers, qui vont au régulier. Donc, moi, je suis allé pendant 5 ans. C'est la première année que j'y vais pas, que je fais pas un projet avec eux, puis ça me rend bien triste, mais mon agenda ne me le permettait pas cette année. Mais pendant 5 ans, j'ai fait plein de projets avec eux, une pièce de théâtre. L'an passé, on a fait un court-métrage avec eux qu'ils ont scénarisé. Donc, c'est toujours de nouveau, des nouvelles classes. Le niveau se promène toujours, mais la ferveur est toujours la même. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est la collégialité qui mène le tout. Et donc, j'avais proposé de faire un recueil de poèmes sur leur identité. Et ça a donné pour moi, en tout cas, je pense que, puis j'en parle parce que ça ne me concerne pas vraiment, c'est un des plus beaux livres qui a été publié il y a 1 an et demi, je crois, à peu près. Puis là, on était nommé pour le Grand Prix des bibliothèques, comme vous le savez, de Montréal. Et on n'a pas remporté, mais mon Dieu, que je suis content qu'il ait été souligné parce que c'est un livre rempli de poésie et magnifié par les illustrations de Roger, qui est un immense portraitiste et illustrateur. C'est vraiment très beau. Je vais juste déposer le micro pour vous montrer, parce que je ne peux pas vous montrer d'image. Voilà. Bon, là, pour tout l'effort que j'ai fait, vous devez vraiment vous extasier, s'il vous plaît. Merci. Wow! Hey, mon Dieu, puis là, vous avez pensé que j'ai vraiment des murs surchargés, mais j'ai l'original à la maison de celui-là, pour vrai. En plus, c'est super dépouillé. Je suis sûr que les gens ne me croient pas, mais j'ai presque rien sur mes murs. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Moi, j'avais des affiches partout. Je disais que c'était des affiches de mes spectacles, puis c'était comme du tissu cicatriciel, parce que parce que c'était pas des beaux murs. Et là, mon amoureux il est venu vivre chez moi, on a tout repeint, et mon chum est vraiment plus épuré que moi, donc on a genre 4 affiches. Je les ai vraiment bien choisies. Alors, j'ai celle-là, mais regardez comment les illustrations sont magnifiques. C'est superbe. Et ce que j'aime de Roger, c'est qu'il capture toujours le regard à chaque fois du poète. Il avait fait aussi Maïgan. Je vous invite à découvrir Maïgan, mon village. Il a fait Hochelaga, mon quartier. Je crois que c'était Hochelaga, mon quartier. Et Haïti, mon pays. Donc, c'était le 4e de la série. Et il m'a dit à la toute fin, je crois que c'est terminé. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'en ai fait 4. Je suis vraiment heureux d'en avoir fait un avec toi, Simon. Et on est allé manger ensemble l'autre fois avec Nathalie Vizina, qui était la professeure du projet, parce qu'on s'aime beaucoup les trois. On est nés d'ailleurs, Nathalie le 14 février, moi le 15 et lui le 16 février. Donc on est vraiment le trio de Verseau, puis on s'aime bien gros. Et là, dans la discussion, on parlait, puis j'ai dit « Ah, mais on aurait pu faire sur les personnes âgées. » Et je l'ai dit un peu comme ça dans les airs, mais il a adoré l'idée. Et il se trouve que la semaine d'après, j'avais donné un atelier de poésie dans une résidence pour personnes âgées, et Roger a décidé de venir avec moi. Et il y a eu des textes magnifiques. On a vraiment aimé ça. Donc, on a décidé de faire un projet ensemble. Donc, je suis retourné avec lui 4 autres fois. Et on va sortir, si tout va bien, en février, un livre. On ne connaît pas le titre encore, mais ça va être des poèmes donc, de personnes âgées sur leur enfance. Et ça risque de s'appeler « Notre enfance se poursuit ». Je trouve ça assez beau, l'idée que l'enfance nous habite toujours, elle est toujours en nous. Moi, je dis toujours, en tout cas, que j'ai l'enfance à fleur de peau, que mes 9 ans sont pas loin, que mes 5 ans sont pas loin. On n'a pas que 37 ans ou 50 ans, on a tous les âges en soi, parce que ça nous quitte pas. En tout cas, j'ose croire, je trouve ça triste quand c'est révolu. Je pense qu'on est tous les âges accumulés. Je suis très convaincu de ça, en fait. OK, mon Dieu, j'ai tant d'autres choses. Qu'est-ce que j'y vais avec quoi? Je vais y aller avec, tiens, je vais y aller avec ça.
L'enfant mascara. Je voulais vous en glisser un mot pour parler en fait de la question trans, qui est une question qui est très peu traitée en littérature, même en cinéma. Je fais une chronique présentement pour cette année-là, puis j'ai réalisé qu'il y a, à part Xavier Dolan, puis le sexe des étoiles de Paul Baillargeon il y a quelques années, c'est un sujet qui n'est pas très traité dans les œuvres. C'est un sujet qui est assez, très, très, très riche, qui est très riche au niveau dramatique, parce que, évidemment, c'est un bouleversement pour plein de gens, pour la personne qui vit la transition, pour ceux qui y assistent. Et je suis partie d'un fait divers qui m'avait bouleversé. Alors, aux États-Unis, en 2007, il y a eu une ado trans qui s'appelait Laetitia, qui s'est fait assassiner le jour de la Saint-Valentin, après avoir déclaré son amour à un garçon de sa classe, et le garçon ne l'avait pas pris. On est aux États-Unis, hein, je le souligne, donc les armes à feu, il y en a souvent partout. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, il s'est pointé, Brandon McCartney s'est pointé avec un pistolet, et en plein cours, il a assassiné Laetitia. Laetitia King, à l'origine, elle s'appelait Larry King, comme le présentateur américain. D'ailleurs, le matin, quand j'ai vu l'article dans le journal, c'est écrit « Larry King est décédé ». Puis moi, Larry King, dans ma tête, c'était vraiment le présentateur américain. Puis j'ai fait « Ah oui », j'ai lu l'article. Et c'est là que je suis devenu obsédé par ce fait divers-là, tellement que j'ai pris mon billet d'avion et j'y suis allé. Je suis allé à l'école pour aller à l'origine de cette haine-là, pour me l'expliquer, pour voir c'est quoi cette école-là, puis juste pour comprendre de l'intérieur. Moi, j'écrivais jusqu'alors souvent dans mon petit confort, j'écrivais chez moi, puis bon, c'est rassurant de partir de tout le temps de soi, mais de plus en plus, j'ai envie de sortir de mon nombril puis de me tourner vers les autres. Et donc, c'était vraiment le cas avec ce livre-là. Et j'avais écrit un courriel à la directrice pour savoir si je pouvais aller visiter l'école dans un anglais catastrophique, c'est-à-dire le mien. Hi, I'm a Québécois, I'm a French writer. I would like to know, there is a crime in your school a few years ago. Can I visit your school? Elle m'a répondu, no, you can't. Je me suis dit, moi, y aller quand même. Alors, j'y suis allé et moi, ma façon de passer inaperçu, c'est de porter tout le temps un chandail le plus visible possible. Et je suis convaincu que j'ai raison. Quand tu portes un chandail orange fluo, les gens se disent, il doit avoir le droit d'être là. En tout cas, c'est ce que je me dis. Alors, je suis arrivé orange fluo. Mais évidemment, j'ai attendu que la classe soit terminée. Là, je voulais juste voir c'était quoi la classe, l'école, tout ça. Alors, c'est Oxnard. C'est vraiment tout près de Santa Barbara, qui est une des villes les plus riches au monde. Et Oxnard, c'est plutôt pauvre. Et le clivage entre les deux me rappelle... Moi, où je vis présentement depuis 12 ans, c'est Saint-Henri, qui était à une autre époque très pauvre, collé sur Westmount. Et donc, ce clivage-là me fascine. Comment, on dit monter chez les riches, descendre chez les pauvres. Il y a un peu ça. Ça se reproduisait un peu à Oxnard et Santa Barbara. Et donc, je suis allé à l'école et je suis rentré donc sur le campus. Et là, j'ai posé des questions aux gens. « There's a crime here. Do you remember Larry King? » Les gens... Non, tout le monde me disait, peut-être les gens ne me comprenaient pas, là, ou me disaient, qu'est-ce que c'est ça? Mais je suis resté quand même 1h30 à prendre des photos, à poser des questions. J'étais comme un journaliste émotif, là. J'avais un parti pris, mais je prenais des photos, je me documentais. Puis au bout d'1h30, j'ai vu une madame fâchée arriver vers moi. Je disais, oh, on dirait une directrice en crise. C'était ça. Elle était effectivement en crise, puis elle me dit, Who are you? What do you do here? Oh, I'm a Québécois. C'est comme ça me rend inoffensif de dire I'm a Québécois. No problem. I'm a French writer. I wrote you a letter a few months ago. I asked you, can I visit your school? I said, no, you can't. I can't. I'm sorry, I thought that I can. It's a misunderstood. I will leave. Alors, j'ai quitté, puis je suis sûr qu'elle s'est dit, bon, c'est un simple d'esprit, on va le laisser sortir. Mais j'avais, dans les entrailles de mon iPhone, j'avais plein de photos qui ont été super utiles. Puis pour moi, je trouve souvent ça donne une véracité dans les petits détails. Je trouve que la beauté est dans le détail tout le temps. Et donc, le carrelage dont il est question dans le livre, je l'ai vraiment pris dans cette école-là, comme un échiquier, une tuile blanche et une tuile noire. Je suis allé manger chez Papa John, qui est une espèce de pizzeria où tous les jeunes allaient manger, juste pour voir c'est quoi ça, Papa John. Elle allait certainement là, Laetitia. Alors, je me suis rendu là-bas, puis dans les
toilettes des garçons, parce qu'à ce moment-là, Laetitia devait aller dans les toilettes des garçons, il n'y a pas de miroir. Et j'avais jamais vu ça, moi, pas de miroir dans des toilettes. Et ça dit, vous êtes tellement... Je l'ai reçu comme ça en me mettant dans sa peau. Vous êtes tellement pauvre et laid que ça ne vaut pas la peine de mettre des miroirs. Et j'ai vraiment pris ça de façon violente, le fait qu'on ne puisse pas rajuster quoi que ce soit ou valider qu'on n'a pas un piment de 2 dents. Moi, j'ai une dent creuse, j'ai tout le temps un piment de 2 dents. Alors, je l'ai vraiment utilisé, puis je trouve que ça donne, même si ce n'est pas ma vie, j'ai vraiment, je me suis tourné vers la vie de Laetitia, puis je me suis imaginé sa vie, mais ça me donne pour moi des fondations plus solides et plus sincères, parce que le fait d'avoir été là, ça a bonifié, je pense, la vérité du livre. Puis ça, je peux le dire, on est en train de l'adapter pour le cinéma. Ça, j'ai le droit. Ça va. Juste voir, il me reste combien de temps pour... Oh, mon Dieu, il y a des écriteaux. Je me sens comme dans un plateau de tournage. Alors, excellent. Écoutez, je peux parler tellement de plein de choses. Ah oui, mon Dieu, je voulais parler de ça. OK. Ça, là, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un dictionnaire de la sexualité bienveillante. C'est tellement intéressant. Je vous incite vraiment à vous le procurer puis le mettre de l'avant. Alors, ça s'appelle Tout nu et on y parle c'est pas juste les questions de genre, d'identité, de stéréotypes sexuels. C'est très, très large. Puis en même temps, c'est fait avec beaucoup de rigueur et il y a beaucoup de sincérité dans ce livre-là. Puis il y a plein de choses. Oui, c'est à mettre dans tous les mains des ados de 12 ans et plus, mais aussi, je pense, des adultes complètement. Je suis convaincu qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui connaissent alexithymie. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'alexithymie? Hein, je en pose une bonne. Alors, c'est quoi? Alors, c'est un trouble qui se manifeste par la difficulté à trouver les mots pour exprimer ses émotions. Puis ça touche 1 personne sur 5. Il y en a beaucoup qui sont alexithymites. Non, c'est ça. Non, mais c'est super intéressant. Mégenrer, juste parler d'excision à des ados. C'est quoi l'excision dans quel pays? Être non-binaire. Ou juste la pansexualité. Pour plein de gens, la pansexualité et la bisexualité, on confond tout ça et on dit c'est pareil. C'est pas pareil. Des fois, c'est... Puis pourquoi on doit tout le temps... Souvent, j'entends, mais pourquoi tout le temps mettre dans des cases? J'entends souvent, pourquoi tant d'étiquettes? Je comprends très bien cette question-là, elle est légitime, mais ça appartient à la personne qui se construit, parce qu'un ado, c'est en construction, mais un adulte aussi, hein, ça n'a pas fini de se construire. Ça appartient à la personne de prendre ou d'en laisser. Il y en a qui aiment ça, valider. Ah, ça, la pansexualité, mon Dieu, ça précise exactement ce que je vis à l'intérieur. Ou la sexualité. Donc, ça peut nommer ce que tu vis, puis parfois, tu te sens tellement tout seul, mais le fait que ça soit écrit dans un livre, ça peut tellement sauver des vies. Je suis convaincu de ça, de se dire « Ah, ben je ne suis pas tout seul au monde. » Puis je pense que l'être humain a besoin tout le temps de se rassurer sur il n'est pas seul au monde. La solitude n'est pas infinie. Je ne crois pas à ça. Je pense que j'aime beaucoup l'image de Michel Tremblay. On est une bande de tout seuls ensemble, c'est ça. On est des tout seuls, mais on est ensemble au moins. Alors, c'est plus supportable. La solitude se supporte un peu. Ça pourrait être une belle façon de vous donner la parole parce qu'on pourrait passer... Oui? Oui. Ben ouais, alors si vous avez des questions, il y a 2 micros, ils sont là juste pour vous, bande de chanceux. Alors, si vous avez des questions... Oh oui, Ben, on va commencer par applaudir chaleureusement Simon Boulris.